ce soir une zone geek très particulière, n'est-ce pas Gilus hein? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est une émission Zone Geek, reporter du monde, puisque nous avons envoyé Goldo dans un endroit très très particulier. Il va vous le dire lui-même. Alors Goldo, comment est-ce que ça se passe aux States? Oui, merci de me poser la question. Ben oui, comme vous êtes en train de le constater, j'attends George Lucas. En fait, voilà, avec l'argent de la Zone Geek, je me suis acheté un billet, je vous l'ai pas encore dit, et je suis en direct de Los Angeles dans le Skywalker Ranch. Ici, le téléphone de la concierge pour appeler George Lucas. Donc pendant l'émission, je vais tenter de l'appeler, on verra s'il me répond, parce que j'aimerais bien lui dire ce que je pense de lui, quoi. Franchement, sa trilogie de merde, il peut se la foutre, voilà. Donc voilà. J'espère que de votre côté ça se passe bien. À tout à l'heure. Oui, oui, tout se passe bien ici, Goldo. Alors bon, je crois qu'on peut démarrer comme d'habitude. Bah oui, si toi aussi. Si toi aussi tu te demandes vraiment ce que ça goûte la bière romulanaise. Si toi aussi on t'a déjà retrouvé en train de monter un élan rouge. Si toi aussi tu te demandes quelle est la couleur du slip Sherlock Holmes version chien. Bienvenue à la Zone Geek. Et donc aujourd'hui, une émission spéciale sur la castration des moutons en milieu naturel par des Irlandais sauvages. Ah, je pensais que c'était la reproduction des huîtres. Non, les huîtres ne se reproduisent pas, elles apparaissent spontanément. Ah ouais. Mais oui, voilà. Ah, je savais pas. C'est comme ça, c'est la nature. C'est la science, c'est la science. Mais oui. Mais je propose Goldo. Voilà. Bon, quel est le sujet? Et très chers amis de la Zone Geek, le sujet du jour, Gilus Nurgle. Eh bien, le sujet du jour, c'est Miyazaki, le dieu de l'animation. Vous avez tous connu Sherlock Holmes, le dessin animé. Dans un certain Zone Geek, vous vous souvenez, on l'a chanté, le plus grand des détectives. Voilà, Sherlock Hound dans la version originale, le jeu de mots avec ouf, parce que c'était des chiens avec Sherlock Holmes. Et voilà. Et bien sûr, Edgar, Gentleman Cambrioleur, qui est un Arsène Lupin version japonaise sous acide, avec quelques épisodes cultes, notamment celui où il fait du strip poker, où il finit tout nu. Bah, c'est logique. Voilà, bon, c'est les deux séries, on va dire, animées que vous connaissez le plus. Maintenant, Gilus et Nurgle vont vous faire un topo de ces animations longs métrages qui sont des chefs-d'œuvre du cinéma. À tout de suite. A tout de suite, oui, tu nous tiens au courant pour George Lucas. Dès que tu as pu lui parler, on passe à l'interview. Ah oui. Et donc Miyazaki aujourd'hui. Eh oui, intégral. Donc on va. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec les huîtres. C'est toi l'huître. Je sais, c'était. Désolé, je suis à court d'insultes. Goldo a en effet cité quelques séries qu'il a fait, pour lesquelles il est assez connu ici en Europe, mais on va vraiment se concentrer sur les films qu'il a réalisés. Alors je sais qu'il a participé à énormément de films, mais il en a en soi réalisé 9. Et par exemple... 9 oui, tellement de films. Et donc nous allons les revoir vite fait. Mais est-ce que tu as peut-être déjà une impression globale à dire? Parce que je pense qu'on peut dire, quoi qu'on dise, ils sont tous bien. Ils sont tous bien, chacun à leur niveau. Mais donc Miyazaki, c'est un petit peu le Walt Disney japonais. Vraiment. C'est le maître de l'animation, des ambiances. Je serais étonné que vous ne le connaissiez pas, mais serait présente Miyazaki. Si vous ne l'avez pas vu, honte à vous. Non, Miyazaki, Hayao Miyazaki, oui, il faut l'appeler par son nom en entier, a réalisé des films tels que Princesse Mononoke, qui est probablement le plus connu de tous ces films. On viendra dessus. Voilà. Et pour les vieux de la vieille, tels que nous, il a réalisé aussi des séries de dessins animés, comme par exemple Sherlock Holmes, dont Goldo parlait. Voilà, le Sherlock Holmes, où tous les personnages sont des chiens. Et voilà, il ne faut pas présenter ce monsieur, c'est son œuvre qui le présente lui-même, je pense. Eh bien, je pense que nous allons commencer directement en 1984 avec Nausicaa de la Vallée des Vents. On commence par le commencement dans la zone geek. Oui. Le premier film qu'il a réalisé. Déjà avant, il a participé à beaucoup de films, Russe Prince du Soleil, plein d'autres. Mais vraiment, c'est le premier film qu'il a réalisé personnellement. Et Nausicaa, je pense qu'on peut dire que c'est un travail très personnel pour lui. Mais
Gilus, mon ami, toi qui es un geek parmi les geeks, une sommité. Donc Nausicaa est un dessin animé long métrage, mais aussi une BD. Est-ce que tu pourrais nous dire si la BD est parue avant le film? Oui, parce qu'elle date de 1983. Je m'attendais à une révélation. Alors, justement, venons-en là-dessus. La BD, et en fait, moi quand j'ai vu Nausicaa, le film, j'avais avant lu le manga, que je vous conseille très vivement. Il a tout, s'il te plaît. Et j'étais un petit peu déçu par le film, parce que déjà, bon, c'est toujours les mêmes sujets de Miyazaki qui reviennent, un petit peu. Et enfin, c'est son premier, mais je l'ai vu assez en retard. Et donc moi, j'avais déjà le super haut niveau de Miyazaki en tête. Et il est très bien. Il est vraiment très bien. Mais la BD est beaucoup mieux. Le manga est vraiment, vraiment génial. Enfin, c'est beaucoup plus long. Tout est très, très recherché. L'histoire est beaucoup plus recherchée. L'histoire va très loin, très, très chouette. Et en plus, on peut dire que c'est un peu une préparation à Princesse Mononoke. C'est les mêmes sujets qui reviennent. Oui, c'est un peu la même ambiance du héros-héroïne. Hein. Ça, c'est la grande différence entre Nausicaa et Princesse Mononoke. Tu me dis, hein, si je vais déjà trop loin. Mais on reviendra dessus. Le personnage principal est quelqu'un de très innocent et de très pur et de très fondamentalement gentil. Pacifiste qui est au milieu d'un monde de guerre. Et qui va se retrouver brutalement confronté à la réalité de la vie sous la forme de la guerre. Mais peut-être en deux mots, de quoi parle Nausicaa tu veux que je... Tout vas-y. Donc c'est un monde un petit peu médiéval... C'est du post-apocalyptique. C'est du bio-steampunk. Du bio-steampunk. Voilà, ouais, c'est pas mal. Où c'est un monde où bio-steampunk, ça mérite que je fasse péter le caneton. Tout a été détruit par après une énorme guerre. Et donc tout a été détruit par des vents empoisonnés. Et il y a quelques endroits dans le monde où les vents empoisonnés donc qui ont créé des forêts empoisonnées, vraiment en fait. Et il y a quelques endroits dans le monde où les humains ont survécu. Et on suit Nausicaa, qui est la princesse d'un de ces endroits, qui est vraiment l'une des rares personnes à être un petit peu amie avec les insectes des forêts empoisonnées. Et bon, en fait assez compliqué, c'est assez tordu comme histoire. Tout à fait, quand tu racontes ça, on dirait que tu as pris des champignons hallucinogènes un soir. Sans doute, tu as bu beaucoup d'alcool. Sans doute. Mais oui, mais c'est comme toujours avec Miyazaki, le décor et les histoires sont absolument délirantes. Ouais. Et, très belles animations des insectes géants, des omnous, je ne sais pas si tu te souviens. Tout à fait. Très impressionnant pour l'époque. Très belles animations du studio Ghibli. Ghibli, oui. Ghibli. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dissocier Miyazaki et Ghibli, mais nous, là on ne prend pas les films Ghibli, on prend les films Miyazaki. Voilà. Ben, on va déjà tout doucement passer au next. Mais peut-être voir où on est Goldo avec... Ah oui, c'est vrai. Goldo. Qu'est-ce qu'il a à dire, George Lucas, là? Goldo. Ouais, Goldo. Oh, pardon. Oui, ça fait maintenant 3 heures, aucune réponse. Je vais faire un dernier essai. Ok. Tiens-nous au courant. Et donc, le film suivant, alors. Oui, donc le prochain Miyazaki. Donc nous passons en 1986, car évidemment, Nausicaa était un grand succès. Et nous avons ce que beaucoup de gens considèrent comme étant le meilleur Miyazaki, c'est Le Château dans le ciel. Le Château dans le ciel, qui est mon préféré. Vraiment magnifique. C'est ton préféré? Ouais. Allez, très proche de Mononoke, mais bon, Le Château dans le ciel. Je crois que c'est vraiment pour moi l'un de ceux qui a sa plus personnalité vraiment propre. Et juste pour la petite histoire. Pour faire ce film, Le Château dans le ciel, Miyazaki a été très inspiré par un film français qui est Le Roi et l'Oiseau. Voilà. Et vas-y, je t'en prie, tu peux faire le résumé. Le résumé de... Le Château... Pas du Roi et l'Oiseau. Non, enfin, Le Roi et l'Oiseau, peut-être en 2 mots...
Mais Le Roi et l'Oiseau, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Hein. C'est un film d'animation français. Magnifique. Assez magnifique et très très onirique. Très Miyazaki. C'est du Miyazaki avant le Miyazaki. Voilà, on sent vraiment que Miyazaki est inspiré. Vraiment, ce qui se passe dans un monde complètement délirant. C'est un monde de rêve, en fait, voilà. Et donc, dans le château dans le ciel, nos héros, hein, je n'en dirai pas trop, parce que comme les films que j'aime bien, je n'aime pas les spoiler, nos jeunes héros sont à la recherche d'une cité qui s'appelle La Piuta. Oui, La Puta. La Puta. En version japonaise, c'est La Puta. Fallait qu'on la sorte. Mais en version française, ils ont changé ça, c'est La Piuta. C'est beaucoup plus joli. Et donc, en fait, il existe quelque part dans le monde cette cité qui contient toute la sagesse des anciens. Qui contient plein de putas. Qui contient des putas. Oh, c'est pas le bordel dans le ciel, mon Dieu. C'est le château dans le ciel. Okay. Et donc, nos héros, un jeune garçon et une jeune fille, sont à la recherche de la cité des anciens qui contient toute la technologie qui pourrait faire à la fois de ce monde un véritable Éden, havre de paix, mais qui contient aussi beaucoup de technologie qui pourrait faire de celui qui la découvre le maître de la guerre. Et donc, tous les antagonistes dans ce film sont à la recherche de la cité et aussi de la clé qui permet de découvrir ce qu'il y a au cœur de la cité. Et voilà, c'est mon petit... Voilà. J'espère vous donner envie de le voir et je n'en dirai pas plus. Je crois qu'il y a une grosse différence avec Nausicaa déjà, c'est que Nausicaa a un trademark de Miyazaki, c'est qu'en général il n'y a pas de méchants dans ces histoires. Tout à fait. Il n'y a que des camps opposés. Et ça c'est ce que j'adore. Mononoke est le meilleur exemple de... On reviendra dessus. Ouais. On reviendra dessus. Mais je crois que dans le château dans le ciel, il y a un méchant qui est même si on connaît ses intentions, donc il a quand même un background qui le rend pas méchant pour le plaisir d'être méchant. Mais il y a un gros méchant, contrairement à Nausicaa. C'est l'un des seuls Miyazaki où il y a vraiment il y a de ça. Bon. Mais il est magnifique. Ah ouais. Franchement, superbe animation. Moi, ça me donne une érection de 80 cm. Mais enfin voilà. Non, vraiment super. C'est un de mes préférés, aucun doute là-dessus. Et ce que j'aime bien dans le château dans le ciel, c'est qu'il y a beaucoup d'aventures en fait. C'est un petit peu à la Tintin, à la Indiana Jones. Ouais. Ça bouge et ils vont de l'avant et ils découvrent des trucs. Là où je dis qu'il est juste devant Mononoke, enfin j'arrête pas de faire des parallèles, je ne peux pas m'en empêcher. Mononoke c'est un film beaucoup plus doux. Même si parfois ça pète, hein, attention. Hein, mais... Je suis pas tout à fait d'accord là. Enfin, bon. Mononoke est pas plus doux. C'est plus dur. Oui, il est plus dur. Non, je sais pas. On en parlera. C'est une question de feeling. On en parlera quand on arrivera à celui-là, parce que voilà. C'est pas pour rien qu'on passe beaucoup de temps dessus. Nous allons directement passer au suivant, car là on est en train de prendre du temps. Donc nous sommes en 1988, c'est ça. Donc 2 ans après, il sort son premier film vraiment pour enfants. Totoro, Mon voisin Totoro. Superbe, très très chouette. J'aime beaucoup, mais c'est vraiment pour les enfants. Ouais, il est génial hein, comme le reste, mais c'est très... Le public cible, c'est clairement de 3 à 8 ans, je dirais. Mais... Et comme j'ai 9 ans d'âge mental, moi je prends... Franchement, les soirs où je me retrouve un petit peu déprimé, je me mets un Totoro... Il se mate un film de cul. Et c'est parti. Non, franchement, allez, ça fait le plein de mana blanc. Et après, franchement, c'est super enfantin, mais ça se laisse regarder même pour un adulte. Allez, c'est surtout pour vos enfants. Mais même pour un adulte, ça passe. Vraiment. Et c'est le logo des studios Ghibli. C'est vraiment le film emblème des studios Ghibli. Sinon, pour l'histoire, il n'y a pas énormément de choses à en dire. C'est une petite famille qui emménage à la campagne et les petites filles rencontrent le bon génie du lieu, enfin l'esprit du lieu qui est Totoro. Et il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste on suit
On suit Et surtout... c'est une petite fille qui rencontre son copain, la grosse boule de poil de la forêt. Voilà. En même temps, si vous avez une copine qui est très nunuche, vous regardez ça avec elle, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire sucer à la fin. Certainement. Et il confirme. Ça marche. Oh, je vous arrête là. Vous m'entendez? Nurgle, c'est pour toi que je veux le dire. Ta braguette est ouverte. Merci. Ah voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est bien. Bon, vous pouvez continuer. Bon, maintenant que tout est fermé comme il faut, on va peut-être passer... Arrive à tout le monde, hein. Ouais, je sais. À la suite, donc, bon là il a enchaîné. Franchement, les années 80, ce sont les meilleures années après tout. C'est vrai. Il a enchaîné et il passe dans quelque chose d'un petit peu dans la même lignée que Totoro, qui est Hellraiser. la Mais petite non. sorcière. Kiki la petite sorcière. Alors, Kiki la petite sorcière, en 2 mots, pour moi c'est le moins bon Miyazaki. Alors, mais c'est une très haute échelle, parce que il est très bien quand même. Il est très bien. Mais dans tout le tas, pour moi c'est le moins bon. Même si, voilà, c'est-à-dire qu'un Miyazaki où on dit qu'il est moins bon que les autres, ça reste quand même au-dessus de tout le reste. Même si j'ai trouvé un peu chiant. Hein. Mais il est... comment dire il est nunuche, mais il n'a pas le charme de Totoro. Oui, voilà, il est nunuche et il n'a pas le charme enfant. Ce qui est vraiment magnifique avec Totoro, c'est que tu as vraiment l'impression de redevenir un enfant quand tu regardes. Kiki est un petit peu plus, a une histoire plus complète, mais il garde quand même un côté très enfantin, et je trouve qu'il se passe pas grand chose. Le truc, c'est que moi personnellement, je ne garde pas beaucoup de souvenirs de ce film. Et je ne me souviens pas de beaucoup de scènes de ce film. Déjà, ce qui n'est pas un bon signe habituellement. Comme d'habitude, l'animation, les décors sont magnifiques. L'ambiance est géniale. Superbe. Il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Je dirais juste qu'on n'est pas le public cible. Encore une fois... Les gros geeks de 110 kilos qui passent toute leur vie dans leur appartement à jouer aux jeux vidéo, on n'est pas un public cible. Pour des petites sorcières qui... on a connu Harry Potter quand même. Enfin, on connaît Harry Potter. Personnellement. Bien sûr que je connais Harry Potter. Il travaille au Quick. Gary Topper. Mais voilà, Kiki la petite sorcière, l'histoire en 2 mots, c'est juste l'histoire d'une jeune fille. Son âge, je dirais 10-12 ans. C'est quoi le regard de pédophile? Oui, voilà. Je suis passé en mode pédobère pendant 2 secondes. Ah, d'accord. Et donc, elle devient une sorcière, et donc elle doit s'envoler, se trouver sa ville, arriver à vivre là-bas. Et comme elle ne connaît aucune formule magique, aucune potion ou quoi que ce soit, tout ce qu'elle sait faire, c'est voler. Ce qui donne franchement des scènes magnifiques de vol. Tout à fait. Oui, alors elle vole des sacs à main, elle vole à l'étalage. Non, elle vole sur son balai. Et il y a donc des scènes magnifiques, comme je disais, et donc elle devient livreuse. Et là, vous avez toute l'histoire. Elle livre des trucs sur son balai magique. Alors, et c'est tout ce qu'elle fait pendant tout le film. Voilà. Les personnages sont sympas, il est magnifique, mais je trouve quand même des 9 dont on va parler, pour moi c'est le plus faible. Bah oui. Bah que veux-tu, hein, tout ne peut pas être top niveau. Mais non, film suivant, Gilles. Mais oui. Ah, le suivant c'est du lourd. C'est du lourd, du très très lourd. Je sais plus lequel c'est, mais c'est certainement du lourd. Et donc là, nous passons dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier les petites fiches. Oh, celui-là, oh yo. 92 donc. Mais celui-là, il est assez connu en France. Porco Rosso. Et tiens, je vais venir sur une chose dont on a parlé dans un très vieux Zone Geek, et qui est liée à Miyazaki, ce sont les versions françaises. Les versions françaises qui sont assez bonnes, voire très bonnes. Bien souvent, elles sont bien meilleures que les versions anglaises. C'est du niveau d'un Disney. Je déteste les mangas en anglais. Mais je supporte pas. Les Américains ont une manière de traiter les animations japonaises. Et puis l'accent américain sur un truc japonais. Hey Kuchiro! Hey Akira! Oh my Can you God! come here? That's a fucking good sushi you got there! It's over 9,000! Over 9,000! Voilà, vous voyez le genre. Mais honnêtement,
Et Porco Rosso en est un très bon exemple, entre autres grâce à Jean Reno. Les versions françaises, très très bonnes. C'est comme un Disney. Les Disney, je les regarde pas en version originale parce que les versions françaises sont excellentes. Et les Miyazaki... Parce qu'en France, ils ont de très bons doubleurs. Mais ils les utilisent rarement parce qu'ils veulent pas mettre les moyens. Voilà. C'est pas une Parce question... que les Français, tu dis que les Français sont radins, c'est ça en fait. Oui, pour leur doublage, on s'est dit on en profite aussi. Excusez-le, il sait pas très bien ce qu'il dit, hein, mais enfin bon... Non, les maisons de production, souvent, ne vont pas chercher les bons doubleurs parce qu'ils vont payer un petit peu moins. Bon, Porco Rosso, de quoi parle Porco Rosso? Eh bien, déjà, Porco Rosso, alors c'est... Déjà, le cadre est grandiose. Ça se passe dans l'entre-deux-guerres, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et donc, ça se passe dans la Méditerranée, et tous les personnages sont des pilotes d'hydravion. Et donc, ce sont tous ces pilotes qui ont fait la Première Guerre mondiale, qui se réunissent sur une île. Enfin, c'est peut-être pas la trame principale, mais moi, c'est comme ça que je ressens le film. Okay. Et donc, tous ces pilotes se retrouvent sur une île, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir voler et arriver là-bas, et les marins ne sont pas admis. Et c'est l'histoire de Porco Rosso, le port rouge, qui est un pilote d'hydravion italien, qui part... On ne sait quelle action du destin se retrouve avec à la place de sa tête une tête de cochon. C'est un cochon. C'est un cochon. C'est un homme cochon. C'est un homme cochon. Et il n'y a pas vraiment d'explication. On dit juste oh, j'espère qu'un jour tu seras délivré de ce sort. C'est toute l'explication qu'on a. Voilà. Et donc en fait c'est les aventures dans une mer Méditerranée complètement déjantée, hein, parce que c'est pas, on peut pas dire que c'est totalement historiquement correct, mais c'est je ne comprends pas comment on n'a pas fait plus de films sur les pilotes d'hydravion. Ça te permet de mélanger un aspect pilotage, hein, vol, combat aérien, et un aspect piraterie. Oui, c'est vrai, qui est énormément présent dans Porco Rosso. Tiens, en fait, et donc c'est encore un dessin animé très personnel à Miyazaki parce que son père était designer d'avions pendant l'entre-deux-guerres. Et donc, c'est vraiment un hommage à son père, Porco Rosso. Et qu'est-ce qui sait bien dessiner les avions? Et c'est avant qu'on fasse le modèle en 3 dimensions, et puis après qu'il redessine dessus. Tout à fait. C'est incroyable comment ils arrivent à faire les mouvements parfaits de ces avions. Mais je sais pas, enfin c'est certainement un des mecs de Studio Ghibli qui est super calé en dessin technique. Et je crois que Miyazaki lui-même l'est. Mais effectivement, c'est véritablement dessiné image par image, c'est du dessin animé à l'ancienne, mais tout ce qui est machinerie, et même à travers la trame dans le scénario, tous les aspects techniques sont assez bluffants parce que ils vont parler de choses très précises en aviation. Ouais. Et voilà. C'est un des meilleurs. Vraiment, c'est l'un des meilleurs. Ouais. Et donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous n'avez pas capté ce que Gilles disait tout à l'heure, c'est Jean Reno qui fait la voix de Porco Rosso. Oui, et il est parfait. Et il est génial. Il est juste parfait, mais... On va leur faire une petite surprise. Jean Reno... Tous les doubleurs de ce dessin animé sont géniaux. Donc, un must-seen. Et donc, film suivant, on arrive enfin. Le vrai, le lourd, les films connus. Princesse Mononoke. Princesse Mononoke n'est pas seulement, pour moi, le meilleur Miyazaki, c'est l'un de mes films préférés, toutes catégories confondues. Et donc, là, nous sautons directement en 1997, ou 97 pour les Français d'entre vous. Tout à fait. Mais en 1997, sortie Princesse Mononoke. Putain, Princesse Mononoke. C'est une putain? Non. Déjà, je crois que ce qu'on peut tous lui dire, c'est le plus adulte de tous. Mais c'est le plus ambitieux aussi. Hein. C'est le plus ambitieux, c'est le plus adulte. Mais quand tu en es ambitieux et qu'on foire, on tombe de haut. Mais quand tu es ambitieux et qu'on réussit, ça donne un putain de film. Un putain de film. Pas un putain de film. Mais franchement, je sais pas combien de fois on l'a maté. Mais, je compte plus. C'est peut-être le deuxième film que j'ai le plus vu juste après Labyrinthe.
Et c'est tout dire. Parce qu'il a vu Labyrinthe beaucoup de fois. Ouais. Revenez sur l'épisode 1 de Zone Geek. Et donc, le synopsis. Ça se passe dans un Japon médiéval un peu imaginaire, enfin même vachement imaginaire, disons-le franchement. Mythique. Donc, ou dans une tribu assez primitive, enfin, en tout cas une tribu qui ne fait pas vraiment... Primitive. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est une autre culture, c'est pas la culture japonaise, médiévale telle qu'on l'imagine. Ouais. Notre héros, Ashitaka, qui est un jeune prince, le jeune prince de sa tribu, qui donc chevauche un élan rouge, un jour rencontre un démon et tue ce démon. Et le démon va, lors de sa mort, le maudire, lui donnant une espèce de tache noire. Un démon sanglier. Voilà, un démon sanglier géant, déjà, qui en mourant va le maudire et va lui mettre une tache noire sur son bras. Et cette tache noire est une espèce de parabole vis-à-vis du cancer. C'est-à-dire que cette tache noire va le ronger jusqu'à ce que lui-même devienne un monstre, comme le sanglier géant était devenu un monstre. Ça, c'est un principe que j'adore, c'est le fait qu'il personne n'est un monstre à la base, mais tu le deviens à partir du moment où tu n'es plus que haine. C'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment cette malédiction te transforme en une bête assoiffée de carnage, et évidemment, Ashitaka, qui, dans la plus pure tradition des studios Ghibli, enfin des Miyazaki, disons-le, il est jeune, il est gentil, il est héroïque, voilà, il est honnête, très fort. Il décide de se lancer sans savoir, parce que les sorciers de la tribu ne savent pas quoi faire pour le soigner, donc il part dans une quête pour essayer de se soigner et aussi comprendre ce qui lui arrive. Et il rencontre plusieurs personnes. Et donc voilà, et en fait... Il se retrouve au milieu d'un combat. Voilà, et à travers ces voyages, il va rencontrer à la fois des êtres humains qui luttent pour leur survie dans un monde hostile, parce qu'il faut bien se dire qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas beaucoup d'écolos, la nature c'était un peu l'ennemi de l'être humain, et à la fois il va rencontrer des créatures surnaturelles qui sont les esprits de la nature, et il va se retrouver au milieu de tout ça. Ouais. Et il va devoir peut-être faire un choix et choisir son camp. Encore une fois, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Il n'y a pas de méchant, chacun a sa motivation. C'est vraiment le film, où c'est de toute ma vie, je n'ai jamais vu un film qui représente aussi bien le fait que dans la vie, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des gens avec des points de vue. Et tiens, il y a les loups géants, j'adore les loups géants, tant qu'il y a des loups géants. Mais je crois que Goldo a une anecdote là-dessus qu'il va peut-être pouvoir nous raconter. Ah, et peut-être une interview de Georges. Ben oui, on espère quand même. Alors, Goldo. Me revoilà. Bon, c'est bien de parler de Princesse Mononoke, mais dans la version anglaise, qu'est-ce qui se passe ? La louve géante est doublée par Scully de X-Files, enfin Gillian Anderson. Et oui, elle est rousse, mais elle peut faire des loups. Comme quoi, tout est possible. Si toi aussi tu t'emmerdes et que tu retournes le DVD de la version originale, ce genre de détails débiles, tu les vois. Allez, j'espère que vous continuez bien. À tout de suite. Pourquoi les rousses peuvent pas jouer des louves ? Enfin bref. Eh bien, donc... Qu'est-ce que toi tu aurais à dire encore pour que les gens regardent Princesse Mononoke? C'est vraiment un chef-d'œuvre d'un point de vue animation. Je crois que pour moi c'est le meilleur film d'animation. L'animation, l'ambiance, l'histoire, les personnages, la musique. On n'a pas encore cité son nom, Joe Hisaishi, qui fait la plupart des musiques pour Miyazaki. Et putain, cette musique est géniale. Vous pouvez l'écouter tous les jours, il n'y a pas de problème. C'est un peu tristounet parfois. C'est parce que je vais m'écouter le lundi matin pour aller bosser. Sinon je vais arriver en pleurs. C'est pas grave. Mais franchement... je trouve même pas mes mots tellement que je suis ébloui par ce film. Ce film est un véritable chef-d'œuvre. Et
sauf si vous êtes absolument, complètement allergique au manga. Mais, et encore, hein, je connais des gens qui ne supportent pas les mangas, qui supportent pas l'animation japonaise. On leur a montré ce film, ils ont été conquis. Et Voilà. je pense que... C'est une très bonne introduction pour les gens qui n'aiment pas spécialement les mangas. Il n'y a aucun mot, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Donc je dis pas qu'il faut mettre leur DVD dans le cul, quoi. Mais Non, mais c'est parce que si vous leur montrez Mononoke, ils vont commencer par le haut du panier. Alors après, montrez-leur un bon truc bien pourri, hein, genre 3-4 épisodes de Yu-Gi-Oh! Comme ça va tout remettre au même niveau. je suis sûr qu'il y a plein de fans qui aiment bien Yu-Gi-Oh! Fais gaffe. Mais et encore une fois, hein, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien la version française est Super, elle est vraiment vraiment bien, la version française. Très respectueuse de l'ambiance japonaise. Moi j'aime bien les deux, comme on dit souvent. J'aime bien regarder les deux. La française et la japonaise, quasiment une fois sur deux. mais pas forcément la version anglaise. Malgré Gillian Anderson. La version américaine, il y a plein de célébrités qui y participent, mais en même temps, version française des amis, ça déchire. Mais voilà, je crois que on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Putain, regardez ça. En tout cas, qui que tu sois, Dieu ou démon, regarde ce film. Voilà. Et donc, nous allons passer directement en 2001. C'est une année que On se souvient tous. on se souvient tous. Mhm. Pourquoi on s'en souvient? Bah les Twin Towers, par exemple. Ah, par exemple. Oui, vous avez oublié, mais pas moi. Je suis en plein Hayao Miyazaki, s'il te plaît. Sorry. Donc, nous allons passer au voyage de Chihiro. Sento, Shiro, je sais plus la suite. C'est Encore un film avec des musiques de dingue. Joe Isaki, à nouveau musique. Mm. Magnifique. Shihiro aussi l'un des meilleurs. C'est vraiment le haut du panier. D'ailleurs, je crois que c'est le préféré de Goldo. Tu crois le préféré de Goldo? Je pense. On va peut-être lui demander. On va lui demander. Goldo? Goldo Où qu'il est mon Goldo? Oui, ici toujours Goldo en direct du Skywalker Ranch. George Lucas ne me répond toujours pas, mais je vais vous dire ce que je pense du voyage de Chihiro, hein, puisque c'est un peu le thème du jour. Mais écoutez, c'est mon Miyazaki préféré, simplement parce que j'ai toujours aimé les animations où il y avait un voyage initiatique, et ici c'est le voyage initiatique d'une petite fille à travers un espèce de monde bien glauque et bien obscur comme la réalité ne nous le montrera jamais. Et puis bon, il y a des gros bébés bien glauques, hein, si vous voulez. Fallait bien. Sinon oui, globalement c'est mon Miyazaki préféré et j'espère que vous allez foncer le voir si vous l'avez pas encore vu. Allez, à tout à l'heure, la zone geek. Bon, il va quand même finir par avoir George Lucas quand même. Mais bien sûr, sinon on aurait gaspillé 2700 € et ça, Non, je ne le supporterais pas. C'est $2700, donc avec il y a une différence. C'était pas 2700 yens? Parce que alors là... Ça fait pas beaucoup ça. Mais donc Chihiro, c'est un excellent. Alors là, c'est franchement l'un des meilleurs d'un point de vue. Ça touche toutes les générations. Ouais. Je crois que c'est le meilleur pour ça parce que Princesse Mononoke, c'est un petit peu plus adulte parce qu'il est un petit peu plus sanglant. Il y a des scènes violentes, contrairement à la plupart des autres. Oui, il y a du gore. Ah, ça reste du gore, ça. Alors, vous prenez Totoro, qui est génial, mais c'est vraiment pour les enfants. Chihiro, je pense que c'est le meilleur dans le sens, ça touche toutes les générations. C'est vrai. Synopsis. Synopsis. Captain Synopsis. Captain Synopsis. Ah, c'est beau ça. Un jour, je devrais me faire un costume. Bon, bref. Synopsis du voyage de Chihiro. Donc ça commence très gentiment et très simplement par l'histoire d'une petite fille qui a deux parents. Hein, jusque-là, c'est incroyable. C'est fou, C'est franchement. dingue. J'aurais cru qu'il y en aurait trois. Et donc, il déménage dans une nouvelle ville, et en fait, enfin, pas dans une nouvelle ville, c'est-à-dire que ce sont des citadins qui vont à la campagne. Et en se rendant vers leur nouveau village, eh bien, ils se perdent, en fait. Et donc, la petite Chihiro trouve à un moment un étrange passage, un tunnel, hein, disons-le, et dans lequel elle s'enfonce avec ses parents, et elle se retrouve dans un monde d'hallucinations aux champignons mexicains. LSD. Oui, trip LSD. Enfin,
C'est Donc, il se Alice, retrouve- Alice au pays des merveilles. Oui, bon, bref. Continuons. Alice au pays des merveilles japonais. C'est Alice tout au pays à des fait merveilles ça. japonais. Donc elle se retrouve Tout à fait. envoyée dans un monde parce que c'est pas facile à expliquer, mais pour moi, c'est un peu le purgatoire des Japonais. Non, c'est vraiment le lieu de repos des esprits. Parce que C'est le, comme les shintoïstes, voilà, ils sont polythéistes, il y a un esprit dans chaque arbre, dans chaque rivière. Et tous ces esprits ont un lieu de repos qui est l'endroit où ils se voilà. retrouvent. C'est un petit peu l'auberge de tous les esprits surnaturels du lieu. Et bon, bah, je ne vous cacherai rien en vous disant qu'elle perd ses parents, enfin, pas que ses parents meurent, mais elle se retrouve toute seule. On peut le dire, ils se sont transformés en cochons. D'ailleurs, c'est une scène assez C'est glauque. effrayante. C'est glauque, ouais. Elle Non, est- mais c'est très bien fait. C'est fait pour, Ouais. et c'est très. En fait, c'est vraiment un cauchemar d'enfant. Oui. Et bon, bref, toujours est-il, on n'ira pas plus loin, mais elle se retrouve toute seule dans cette ville pleine de spectres, de fantômes, d'esprits élémentaires, etc. Ils sont etc. pas maléfiques, c'est juste que ce sont des petits dieux Voilà, ce sont japonais. des quoi. créatures qui n'en savent rien de ce que peut ressentir un humain. Ouais. Et donc elle va devoir se démerder dans cette ville auberge imaginaire, et c'est encore un film en béton armé. Ouais. Le scénario est génial, les personnages sont super attachants. Chihiro est en fait un peu une cruche, c'est pas le personnage le plus attachant, Oh, mais elle est honnête. c'est une petite japonaise Elle est un petit peu. de 12 ans qui croit encore au Père Noël. Ouais, moi aussi je croirais au Père Noël si je me retrouvais enfermé Ouais, dans un avec, truc comme oui, ça. c'est vrai, ok, d'accord. Tu verrais des spectres, tu croirais au Père Noël, ça. Évidemment, si tu crois en une chose, tu crois en tout. Tu Mhm. crois aux fantômes, tu crois aux extraterrestres. C'est forcé. Donc, parce qu'il y a des fantômes extraterrestres, comme dans les Intéressant. Atomic Knocker. Tu devrais écrire un bouquin là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, non, Shihiro, à nouveau, graphiquement, c'est l'un des plus beaux. Et d'un point de vue purement imagination, ils se sont lâchés. Ah, Ils pouvaient ouais, tout ouais, faire. ouais. Ils pouvaient tout faire. Parce que c'est extrêmement mythologie japonaise mélangée avec la folie des graphistes des Ouais. studios Ghibli. C'est ça aussi m'a fait parler de Alice au Pays des Merveilles, c'est que c'est un monde qui n'obéit absolument pas aux lois de la physique, Ouais. enfin aux lois de notre monde, dirons-nous, et donc ils peuvent vraiment se lâcher dans des délires visuels à la fois, qui peuvent être très poétiques, complètement cauchemardesques, Et- vachement bizarres. Et ce simplement. monde a ses règles qui Mhm. semblent ridicules, mais en fait, dans le contexte, ça a l'air logique. Comme Mhm. si jamais tu retiens ta respiration sur le pont, tu es invisible. Si Voilà, jamais tu n'as pas de ouais. travail, tu disparais. Ouais. Ce genre de choses. Moi je pensais le train qui vogue sur la mer. Ah, c'est cool ça. Et il y a un autre truc que j'apprécie encore plus dans Chihiro que dans Mononoke. Dans Mononoke, les démons, le look des démons, ce sont des êtres qui sont recouverts d'une masse d'asticots noirâtres, des trucs qui sont pas tout à fait des asticots et pas tout à fait des flammes. Et en fait, au studio Ghibli, ils aiment bien Cette espèce de slime voilà, noir. se donner des défis pour des animateurs de dessins animés d'animer des trucs en slime. Et alors, Et ça à se la retrouve fin- dans beaucoup à la- de Miyazaki. Ouais, c'est vrai. Mais à la fin de Chihiro, la créature, c'est une performance d'animateur. Et surtout dans le domaine des lumières, etc. etc. Ouais, Et c'est assez grave. d'ailleurs. La fin, mais c'est-à-dire que oui, c'est vraiment ça. Chihiro, c'est le plus onirique dans la mesure où parfois ça va être Onirique est le mot. onirique et mignon, onirique et innocent, onirique et bizarre, et puis ça va tomber dans vraiment le glauque où on va sentir, on va se sentir mal de voir ce qu'on voit, puis ça va être carrément effrayant, et puis ça va remonter. Enfin, c'est Je maintiens quand même que c'est pour tous les âges. Parce que même s'il y a des personnages qui c'est effraieraient vrai, oui. votre fille de 5 ans,
Oui, bon. C'est pas effrayant dans le mauvais sens du terme. Ça, Quand je dis glauque, c'est pas le Human Centipede. voilà. Voilà. Mais nous allons doucement passer à la suite. Mais bon, je crois que... Ah, attendez. On me prévient. Je crois que Goldo va enfin parler avec George Lucas. Attendez. George, hello, George. George, it's you? Yes, it's Goldo from the Zone Geek. Putain, il m'a raccroché au nez, putain, enculé, quoi. Il doit être en train de travailler sur la version 3D de l'épisode 1. Formidable. Miyazaki. Parlons d'un bon réalisateur. Oui. Un mec qui met vraiment d'effort dans ses œuvres. Oui, car nous avons, suivant, des maladies génitales. Non, mais nous n'avons pas ça. Il ne faut pas le dire. Ouais, voilà. Donc nous passons à 2004, oui, tout à fait. 2004, le château ambulant, à ne pas confondre avec le château dans le ciel. Tout à fait. Le château ambulant, c'est un de ceux pour lesquels j'ai beaucoup d'amour. Ah bon, c'est un que je suis assez mitigé. Ouais. Dans la haute catégorie des films de Miyazaki, bien entendu. Ouais, mais t'as des goûts de chiottes aussi. Oh, je t'emmerde. J'adore ce mec. Non, oui. Ça tombe bien, moi je te déteste. C'est un bon équilibre. Bon, vas-y. Donc, le château ambulant parle d'une femme qui se retrouve maudite et qui devient une vieille dame, Tout à fait. une jeune fille, qui est maudite par une sorcière. Et c'est un monde imaginaire. Et il faut préciser d'ailleurs que ce Miyazaki est inspiré d'un livre. Oui, c'est inspiré d'un roman anglais qui s'appelle en français c'est Le château qui hurle. C'est The Howling Walking Castle. The Howl's Moving Castle. Howl's Moving Castle. Enfin bref, c'est tiré d'un roman anglais. Et donc, comme le disait Gilus, c'est une jeune et jolie jeune fille à la fleur de l'âge qui se retrouve maudite et qui devient une vieillarde. Alors évidemment, il faut dire que c'est un monde de magie, c'est pas dans notre monde. C'est une espèce de monde niveau Deuxième Guerre mondiale, je dirais. Oui. Un espèce d'entre-deux-guerres plutôt technologie européen. Ouais. Où la magie est très présente. En fait. Très courante, ouais. Voilà. Et donc, voilà. Et encore une fois, c'est l'histoire de cette personne qui est fondamentalement honnête et courageuse, qui va essayer de s'en sortir, qui va chercher une solution à son problème. Ouais. Et c'est là qu'elle rencontre Chuck Norris. Chuck Norris, c'est pas loin. Non, voilà. Il l'appelle, même en français, il l'appelle Aoru. En version anglaise, ça devrait être Howl, parce que c'est le nom du magicien, qui est le plus grand magicien de tous les temps, voilà. Sauf que c'est un espèce d'adolescent prétentieux. Très prétentieux. Ouais. Oh, allez, c'est un personnage relativement sympathique. C'est juste... non, j'allais dévoiler l'histoire là. Non, c'est juste qu'il a des problèmes. Voilà, et donc elle se retrouve dans son château ambulant, qui est une maison très bien foutue. Rien que la vue de un château avec des pattes qui marche. C'est très sympa. À travers la lande. Très très chouette. Et le principe de la porte qui peut ouvrir sur plusieurs endroits. Il y a plein de trucs très très chouettes. Le démon carnifère, je pense. Le démon de feu est très chouette. Les personnages à nouveau sont très intéressants. Sauf peut-être le gosse qui au final n'apporte absolument rien à l'histoire. Il est là pour que ce soit mignon. J'aime bien l'horrible sorcière des Landes. L'horrible sorcière des Landes. Elle est pas mal. Ouais. Ah, voilà. On accélère un petit peu, c'est vrai qu'on est pris par le temps là. Mais franchement c'est un très chouette. C'est un très chouette film d'animation. Tu peux finir tes phrases, hein, mission précédente. C'est un très chouette film. C'est un très chouette film d'animation, mais c'est pas le meilleur Miyazaki, selon moi. Encore que c'est à nouveau une chouette histoire d'aventure, un petit peu pour tous les âges. Moi je le conseille, mais je l'aime surtout pour son style, en fait. J'aime le style Le style est très très chouette. Les designs, les machines, les villes. Encore une fois, l'animation est grandiose. Tous les Miyazaki, très belles villes, très beaux paysages. Incroyable. Magnifique. Super. Génial.
Et nous arrivons au last. J'allais dire but not least, mais c'est pas tout à fait vrai. Pogno sur la falaise, de 2008, si je ne dis pas de bêtises. Les limaces magiques. Oui, 2008, c'est ça. Pogno sur la falaise, c'est une histoire de limaces magiques. Mais déjà rien que le titre, Pogno sur la falaise. Réfléchissez-y. Pogno sur la falaise, à nouveau, comme d'habitude, c'est du Miyazaki, c'est superbe, il y a de l'ambiance, etc. Mais je le mettrais au niveau de Kiki. Pas de mon au Kiki, niveau du Kiki. au oui. niveau de mon Kiki. Non, au niveau de Kiki la petite sorcière, c'est-à-dire que il se passe pas grand-chose. C'est un film très enfantin, c'est probablement le plus enfantin après Totoro, je dirais. Et il y a une scène démente, qui est la scène des tsunamis, qui est magnifique. Ça fait beaucoup moins rire les Japonais. Ouais, je pense que ça fait beaucoup moins triper les Japonais. Peut-être. Dernièrement. Mais cette scène est magnifique. Mhm. Le reste du film, je trouve qu'il y a il a vraiment ses hauts et ses bas. Moi, j'en garde un souvenir d'un film où je l'ai trouvé complètement gaga, ce truc. Le début, ne vous fiez pas qu'au début, parce que le début est très gaga enfantin. Après, ça devient mieux, mais C'est dur de parler de Pogno sur la falaise après avoir parlé de tous les autres. Hein. voilà, honnêtement, je le mettrais... En même temps, si vous voulez pouvoir dire dans une conversation, j'ai vu tous les films des studios Ghibli, eh ben, il faut le voir. Voilà. Si jamais on veut voir les studios Ghibli, il faut en voir beaucoup plus que ce dont on a parlé maintenant. Hein. Oui, c'est vrai que... Non, si vous voulez avoir vu tous les Miyazaki, disons simplement. Et voilà. Eh ben voilà. Et ben je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Et je pense qu'on va aller retrouver Goldo, notre ami Goldo. Là, il est avec Georges Lucas. Alors, en direct du couloir qui connecte la cave et la fosse septique de Georges Lucas. Goldo, c'est à toi. 57 heures, toujours en direct du Skywalker Ranch. Georges ne veut pas me voir. Voilà, ça fait je sais pas combien de temps. J'ai mangé des fientes d'ours brun. Je me suis habillé avec des sacs poubelles et voilà, je crois que finalement ce billet à $2700, voilà, n'a servi à rien. Je crois que je vais vous rejoindre à mon avis. Bon ouais. Georges Lucas. 2700 €. Pas grave, c'est l'hypothèque de la DeLorean de Goldo qui va y passer. Hein. Ah, mais moi je voulais revenir dans le temps, moi. En plus, c'était $2700. Oui, c'est vrai. C'était pas 2700 yens pour finir. Non. Enfin bon. Ouais. Voilà. Tiens, c'est comme ça, j'ai quand même une dernière chose à dire à propos de Miyazaki. Qu'est-ce qu'il prépare ? Il y a ma bière qui est tombée. Je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite, sinon elle va se piter partout. Sois crédulus, va. Tiens, prends donc celle-là. Non, c'est grave. Eh bien, ça a été une rumeur à la base, mais je crois bien que ça a été confirmé. En tout cas, IMDb s'y tient. Il serait en train de faire Porco Rosso 2. Ouais, j'ai entendu parler, mais je suis mitigé sur cette histoire. J'ai du mal à imaginer ce qu'il pourrait faire, mais c'est Miyazaki. Mais je sais pas. J'ai bien confiance en lui. C'est probablement un relan des suites de Disney. Genre La Petite Sirène 2, La Belle et la Bête 2, genre les trucs de merde. Je crois que si jamais Miyazaki s'y investit, ça devrait être bien. En même temps, ça pourrait être génial de replonger dans l'univers de Porco Voilà, Rosso, c'est très chouette quand même. Il y a un truc dont on n'a pas parlé non plus, ce sont les films de Goro Miyazaki, donc son fils. Ouais. Il en a fait 2 qui sont pas au niveau de ceux de son père. Mais on en reparlera peut-être une autre fois. Je crois qu'on arrive au mot de la fin. Ah écoute, oui. Peut-être demander déjà le mot de la fin de Goldo. Ouais. Goldo, un bon mot là. Oui, Gilus Nurgle, oui, mon mot de la fin, là, parce qu'il y a les gorilles de George Lucas qui m'ont repéré. Ils veulent me briser les bras et ils veulent amener un sosie officiel de Jabba le Hutt pour me faire un 69. Alors je vais me casser. Mon mot de la fin va être le suivant, c'est si tu veux venir trouver les boules de cristal, il faut aller chercher dans la chatte à Bulma. Bon allez, j'y vais, salut, ciao.
Bon, j'espère qu'il va survivre. Ouais, mais il est débrouillard. Hein. Ça devrait aller. Ouais. Bon, au mot de la fin, honnêtement, je dirais que je suis juste venu voir sans aide. Oh. Ah oui, toi aussi t'as pris un truc de Mononoke. Ça, Bon, eh bien moi je dirais simplement comme mot de la fin, si un jour vous coupez la tête d'un dieu des bois, ben rendez-le-lui très très vite, hein, parce que c'est important. Bon, et bien là-dessus, boy. À la semaine prochaine. Je ne vous oublierai jamais. Jusqu'à son bureau, allez. Ça sonne. Putain. C'est pas le bon numéro. Bon, ça fait 57 heures que je suis là. J'ai dormi dans un caniveau. J'ai mangé des fientes d'ours bruns et voilà. No problem. Amis du soir, bonsoir. Non. Alors, salut à tous. Non, commençons par le commencement. Mais oui, mais bon, attends, tu me les as montrés une fois tout à ça va l'heure. être dans les bloopers, hein. Non, ça va pas être dans les bloopers. On va t'emmerder les bloopers. Ben, en fait, pour le Ouais, petit ouais. frère, c'est est-ce que la BD a été réalisée avant le film ou l'inverse, monsieur Problème? Bonne question. Je pense que oui. Mais certainement en fait. Regardez le mauvais geek. Ça, ce sera dans les bloopers.